À la fête de départ à la retraite de mon père, l'atmosphère était plus proche d'une scène que d'une célébration. Je m'appelle Chelsea, et ce soir-là, j'étais au cœur de la scène quand ma sœur aînée a transformé un toast anodin en une véritable humiliation publique. Elle m'a regardé droit dans les yeux par-dessus la terrasse bondée d'invités et de journalistes locaux, a levé son verre avec un sourire crispé et a lancé assez fort pour que tout le monde l'entende. N'essaie même pas de me rivaliser. Puis, marquant une pause, elle a laissé le silence s'installer et a ajouté « Tu es vraiment nul ». Ces mots ont fendu le brouhaha, tranchant et délibéré, figeant les conversations polies autour de nous. Les têtes se sont tournées. Certains invités ont échangé des regards gênés. D'autres me fixaient ouvertement, attendant de voir ma réaction. Un des journalistes, sentant la tension, s'est approché avec un micro et m'a demandé sans détour ce que je pensais de notre relation de sœur, là, devant tout le monde. J'aurais pu l'ignorer ou quitter la pièce, mais au lieu de cela, je me suis levé, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler. J'ai raconté une histoire sur ma sœur, la présentant comme la sœur idéale, celle qui m'avait toujours soutenue, guidée discrètement dans les moments difficiles et qui avait fait des sacrifices pour notre famille sans jamais chercher la reconnaissance. Chaque détail était entièrement inventé. Pourtant, je l'ai raconté avec une assurance tranquille, laissant mes mots imprégner l'auditoire jusqu'à ce que l'atmosphère se détende. À la fin, des applaudissements ont parcouru la salle, les invités ont approuvé d'un signe de tête. Le journaliste a souri et pris des notes, et même ma sœur a semblé un instant déstabilisée. L'ambiance a changé, comme si la remarque précédente n'avait jamais eu lieu. Alors que les applaudissements s'estompaient et que les gens recommençaient à se mêler, un homme en costume élégant s'est approché discrètement. Il m'a tendu la main et m'a dit « Félicitations. Vous venez de réussir l'examen final de votre père. Comment auriez-vous réagi si votre propre sœur vous avait humilié de la sorte? Indiquez la date et votre ville pour que je puisse voir jusqu'où cette histoire est allée. Papa a toujours dirigé notre famille comme s'il s'agissait d'une de ses réunions de conseil d'administration. Il a bâti son entreprise à partir de rien au début des années 90, avec un simple bureau et une poignée de clients convaincus par sa vision. En 30 ans, il l'a développée jusqu'à en faire une firme respectée, spécialisée dans les transactions immobilières commerciales d'envergure dans tout le Midwest. Et lorsqu'il a annoncé sa retraite, chacun savait que le nom de Richard Harper avait encore toute sa place dans le monde des affaires. Le succès ne l'a pourtant jamais adouci. Il exigeait l'excellence de tous ceux qui l'entouraient et utilisait l'argent et des mots durs comme principaux outils pour tester leur capacité à répondre à ces exigences. Il ne distribuait jamais les compliments à la légère. Au contraire, il fixait des objectifs impossibles et observait attentivement qui craquerait sous la pression et qui persévérerait sans se plaindre. Ma sœur aînée, Lorraine, était au centre de toutes les attentions pendant son enfance, car elle recherchait l'approbation avec le plus d'acharnement. De l'extérieur, cela ressemblait à du favoritisme. Elle a eu les meilleures écoles, la plus belle voiture pour ses 16 ans et des encouragements constants pour viser plus haut dans sa carrière. Pourtant, en coulisses, papa contrôlait chacune de ses décisions importantes. Il a remis en question son choix de spécialisation universitaire, a refusé sa première offre d'emploi car le salaire était trop bas, et a même examiné son bail avant qu'elle ne le signe. Lorraine a vite compris que lui plaire signifiait renoncer à une partie de son indépendance, et elle a accepté ce compromis en échange de la sécurité que lui promettait son approbation. J'ai choisi une autre voie. Je me suis éloigné des évaluations constantes qui rythmaient les réunions de famille. J'ai opté pour une vie plus tranquille comme professeur de lycée dans une petite ville en périphérie de la ville principale, suffisamment éloignée pour que les visites ne se fassent qu'en cas de nécessité. Je n'ai jamais demandé d'aide financière à mon père après mes études, et j'évoquais rarement mes propres réussites, car je savais qu'elles seraient jugées à l'aune de ces critères impossibles. Pourtant, je prenais toujours discrètement de ses nouvelles. Je lui envoyais des cartes pour les fêtes, je l'appelais toutes les 2 ou 3 semaines pour prendre de ses nouvelles, et je venais le voir lorsqu'il disait ne pas se sentir bien. Ces petites attentions étaient motivées par une véritable préoccupation, sans aucun espoir de récompense. Je ne pouvais tout simplement pas laisser un homme âgé seul dans une grande maison sans savoir que quelqu'un se souciait suffisamment de lui pour l'écouter. Mon père nous mettait à l'épreuve d'une manière qui, au début, semblait calculée plutôt que cruelle. Un jour, il annonça qu'il doublerait tous nos dons caritatifs de l'année, puis attendit de voir qui passerait à l'acte et qui se contenterait de belles paroles. Lorraine fit immédiatement un gros chèque, mais admit plus tard qu'elle s'attendait à être remboursée. Une autre fois, il fit mine de vouloir vendre la maison familiale au bord du lac et nous demanda à chacun ce que nous ferions si l'argent était reversé à une œuvre de charité. Lorraine plaida avec passion pour que l'argent reste en famille, tandis que je gardais le silence, affirmant que la décision lui appartenait. Il ne vendit jamais la propriété, mais cette conversation resta en travers de mon esprit,
comme une nouvelle étape de sa longue expérience pour jauger le caractère. Ces moments s'accumulèrent au fil des ans, me rendant méfiante envers les réunions de famille. J'assistais à sa fête de départ à la retraite. Car je savais qu'elle marquait la fin d'un chapitre de sa vie, et je ne voulais pas la manquer. Une partie de moi espérait que la soirée se déroulerait sans incident, mais une autre se préparait à la tension familière qui ressurgissait toujours lorsque nous étions tous réunis. Arrivé en avance, je trouvai ma place au fond et observai les gens remplir la terrasse sur le toit, sans me douter que la soirée allait bientôt révéler bien plus que ce que quiconque avait imaginé. Ce soir-là, quelques heures après le début de la fête, la tension a fini par exploser. La terrasse sur le toit s'animait, les invités circulaient entre les tables hautes, échangeant des salutations et des conversations à voix basse sous la douce lumière des guirlandes lumineuses. Vêtus de tenues décontractées chic, ils sirotaient des boissons et des amuse-gueules, leurs voix se mêlant en un murmure de célébration. Des journalistes locaux se faufilaient dans la foule, carnets et enregistreurs à la main, capturant l'instant pour leur article du lendemain. Si l'atmosphère générale restait soignée et quelque peu formelle, Lorraine s'était placée de manière à être bien visible, entourée d'un groupe d'auditeurs de plus en plus nombreux. Avec une assurance tranquille, elle évoqua sa récente promotion dans une grande agence de marketing et expliqua comment elle avait mené une campagne qui avait permis d'augmenter le chiffre d'affaires trimestriel de 40%. Ses paroles touchaient les cœurs, tandis qu'elle décrivait les défis relevés et les éloges reçus de ses supérieurs. Les compliments fusaient, et elle les acceptait avec le calme et l'assurance de quelqu'un qui connaissait sa valeur. Puis, elle tourna son regard vers moi. Elle leva son verre, comme pour porter un toast, mais son ton était légèrement plus tranchant. Elle regarda droit dans la salle et dit, assez fort pour que les personnes proches l'entendent. « N'essaie pas de me concurrencer. » Elle marqua une pause délibérée, laissant le silence s'installer, puis reprit d'un ton catégorique. « Tu es vraiment un raté. » Un instant plus tard, alors que le silence s'étendait, elle ajouta. « Certaines personnes ne savent tout simplement jamais où est leur place. » Ces mots résonnèrent lourdement, coupant net les conversations environnantes et instaurant un silence soudain. Les invités qui discutaient gaiement détournèrent le regard ou la fixèrent ouvertement, partagés entre surprise et malaise. L'air était lourd de questions non formulées. Je sentis la piqûre familière monter en moi, la même qui accompagnait ces remarques depuis des années. Lorraine garda son sourire, mais ses yeux restaient fixés sur les miens, me défiant de réagir. Quelques personnes se remuèrent mal à l'aise sur leurs chaises, tandis que d'autres feignaient de se concentrer sur leur verre et évitaient toute intervention directe. Le moment s'éternisa, devenant de plus en plus pesant à chaque seconde qui passait sans réaction. Quelqu'un au fond de la salle s'éclaircit discrètement la gorge, mais ce son ne fit qu'accentuer le malaise. D'autres échangèrent des regards furtifs, hésitant entre en rire et faire comme si de rien n'était. La guirlande lumineuse continuait de briller doucement, indifférente au changement qui venait de se produire. Cette sensation désagréable se transforma en une piqûre plus vive encore lorsque je réalisai combien de personnes en avaient été témoins. Lorraine avait choisi le moment parfait, en plein cœur de l'ambiance festive, et chaque mot résonnait dans l'espace ouvert. Je pouvais lire la satisfaction dans sa posture, la façon dont elle levait son verre un peu plus haut, comme si elle attendait que je m'effondre ou que je disparaisse. Une partie de moi voulait partir et laisser la soirée se poursuivre sans moi, mais une autre partie refusait de lui accorder cette victoire. J'avais passé trop d'années à laisser glisser ses remarques sans réagir, et ce soir, c'était différent. Un journaliste, posté non loin de là, remarqua le changement et s'avança, micro en main. Il me posa la question directement, me demandant d'un ton calme et professionnel ce que je pensais de notre relation de sœur à la lumière des propos qui venaient d'être tenus. Le silence se fit encore plus pesant sur la terrasse tandis que les regards se tournaient vers moi. Le poids de leur attention pesait sur moi comme une pression physique, rendant le toit terrasse ouvert plus exigu malgré la vue imprenable sur la ville en contrebas. Quelques minutes plus tard, la fête battait toujours son plein. Je m'adressai directement au journaliste, ma voix assurée portant sans effort à travers le toit. Je commençai par décrire Lorraine comme le genre de sœur qui avait toujours été là pour sa famille dans les moments difficiles, et je me souvins comment elle avait discrètement soutenu ma mère pendant une période difficile où des problèmes de santé l'empêchaient de travailler à temps plein. Je la décrivis restant tard pour organiser les repas et les réunions, sans jamais chercher de remerciements ni de reconnaissance pour ses efforts. Les invités écoutaient attentivement tandis que je poursuivais en expliquant comment Lorraine m'avait inspiré à suivre ma propre voie en me montrant de près ce qu'était la détermination. J'évoquais ses sacrifices et mentionnais les moments où elle avait fait passer les besoins de sa famille avant ses propres perspectives de carrière, comme lorsqu'elle avait refusé une offre d'emploi dans une autre ville pour rester près de mon père pendant ses débuts difficiles dans l'entreprise. Elle était cette présence rassurante qui encourageait chacun à persévérer et qui nous offrait des paroles d'encouragement précieuses pour traverser l'incertitude.
J'ai insisté sur sa capacité à déceler le potentiel chez les autres et à les guider avec douceur vers de meilleurs choix, sans jamais les rabaisser. Le récit s'est déroulé naturellement, car je l'avais construit autour des qualités que l'on voulait croire présentes chez une personne aussi brillante. Les applaudissements ont commencé timidement, venant des bords de la salle, puis se sont intensifiés en une vague qui a déferlé sur la terrasse. Les invités ont acquiescé d'un signe de tête sincère, plusieurs s'essuyant les yeux, comme émus par le portrait que je dressais. Le journaliste griffonnait frénétiquement sur son bloc-notes, levant parfois les yeux avec un sourire qui trahissait qu'il avait trouvé le sujet de son article. On se tournait les uns vers les autres en murmurant de l'admiration, louant le lien entre sœurs que mes mots avaient si clairement mis en lumière. Lorraine est restée figée un long moment, son verre encore à moitié levé, comme si elle ne savait pas comment le baisser. Elle s'est frayé un chemin vers moi à travers la foule clairsemée, le visage mêlant confusion et une expression plus tranchante. Arrivée à ma hauteur, elle s'est penchée et m'a chuchoté que nous devions parler en privé immédiatement. J'ai croisé son regard, secoué calmement la tête une fois et murmuré que l'instant était passé et que tout allait bien. Elle a hésité, cherchant sur mon visage une faille dans mon calme, mais j'ai tenu bon jusqu'à ce qu'elle recule d'un pas sans un mot de plus. De l'autre côté de la terrasse, papa observait toute la scène avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Son regard sévère habituel s'était adouci, laissant place à une expression pensive, presque curieuse, comme s'il pesait mes actions à l'aune d'une échelle que lui seul comprenait. Il se tenait à l'écart du groupe, sirotant un verre, les yeux fixés sur moi plus longtemps que d'habitude. Ce regard est resté gravé dans ma mémoire, porteur d'un poids qui laissait deviner des profondeurs sous sa réserve habituelle. Intérieurement, je luttais contre des émotions contradictoires qui se tordaient dans ma poitrine. La culpabilité est apparue en premier, car chaque détail que j'avais partagé semblait déconnecté de la réalité de notre relation. Pourtant, le soulagement a rapidement suivi, l'atmosphère pesante s'étant dissipée et les conversations ayant repris avec une énergie renouvelée. Prononcer ces mots m'a donné l'impression de franchir une limite infranchissable, mais voir les gens se détendre m'a procuré une étrange satisfaction qui a apaisé la pression immédiate. Le mensonge a rempli son rôle sur le moment, sauvant la soirée pour tout le monde, même s'il m'a fait remettre en question mes propres choix. Une fois les applaudissements retombés, j'ai discrètement rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la sortie. La fête continuait derrière moi, les rires reprenant, mais j'avais besoin d'espace pour digérer ce qui venait de se passer. Je suis parti tôt sans attirer l'attention et suis rentré chez moi en voiture, traversant les lumières de la ville, l'esprit tourmenté. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de M. Ellison, l'avocat de mon père depuis de nombreuses années. Sa voix était calme et posée lorsqu'il m'a demandé si je pouvais passer à son bureau dans l'heure pour discuter d'une affaire importante concernant mon père. J'ai immédiatement accepté et me suis rendu en centre-ville. Son bureau se trouvait dans un quartier calme, composé de cabinets d'avocats, et je suis arrivé quelques minutes en avance. J'ai attendu à l'accueil jusqu'à ce qu'il sorte, hoche brièvement la tête et m'invite dans son bureau privé. M. Ellison m'a salué d'une poignée de main ferme, puis m'a désigné le fauteuil en cuir en face de son bureau. Il a fermé la porte derrière nous, s'est assis et a ouvert un dossier contenant plusieurs documents soigneusement rangés. Sans plus de préambule, il expliqua que mon père avait mis à jour son testament il y a plusieurs années et que les termes étaient restés inchangés depuis. Il me regarda fixement et déclara que l'intégralité du patrimoine, estimé à environ 2,5 millions de dollars, comprenant placements, biens immobiliers et liquidités, m'était légué exclusivement. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Je le fixai longuement, incapable de comprendre ce qu'il venait de dire. Mon esprit repassa en revue chaque interaction avec mon père au fil des ans, cherchant un indice qui puisse expliquer cette décision. M. Ellison attendit patiemment que je retrouve mes esprits et lui demandai de répéter le montant. Il le fit sans changer de ton, confirmant le chiffre et ajoutant qu'aucun autre membre de la famille n'avait reçu de part du capital. Il se pencha légèrement en arrière sur sa chaise et poursuivit d'un ton professionnel, expliquant que mon père avait conçu ce qu'il appelait une épreuve finale qui s'étendait sur plusieurs années. Cette épreuve évaluait le caractère de chacun en fonction de la manière dont nous l'avions traité sans rien attendre en retour. Papa avait observé qu'il lui rendait visite régulièrement, qui faisait preuve de simple décence dans les moments difficiles et qui maintenait le contact sans arrière-pensée. Le docteur Ellison a insisté sur le fait que le test visait à identifier la véritable bonté et non la recherche du profit, et que mes actions répondaient aux critères établis par papa depuis longtemps. Le choc initial a fait place à une vague d'incrédulité qui me faisait trembler les mains. J'ai secoué lentement la tête et lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur, car je n'avais jamais cherché à obtenir les faveurs de papa ni rien demandé. L'idée de tout recevoir tandis que les autres n'obtenaient rien me paraissait profondément injuste. J'ai expliqué que je ne voulais pas semer davantage la discorde dans la famille et que je préférais que l'héritage soit distribué selon la coutume, voire donné à une œuvre de charité.
Accepter cela me semblait impossible, vu le peu que j'avais fait pour mériter une telle somme. Monsieur Ellison m'a écouté sans m'interrompre, puis a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti une enveloppe scellée portant mon nom, écrit de la main familière de mon père. Il fit glisser l'enveloppe sur le bureau et me dit à voix basse que mon père lui avait demandé de ne me la remettre que si je réussissais l'examen final. Il ajouta que sa lecture pourrait peut-être m'apporter la clarté nécessaire avant de prendre une décision. Je pris l'enveloppe d'une main tremblante, consciente du poids qu'elle représentait. Le silence se fit dans le bureau tandis que je fixais le rabat scellé, sachant que la suite bouleverserait ma perception du passé d'une manière encore imprévisible. Ce soir-là, je pris la voiture pour aller chez papa. Le trajet se déroula dans un silence absolu, mes pensées revenant sans cesse à ma conversation avec Monsieur Ellison et au poids de la décision qui m'attendait. J'entrai avec le double des clés, traversai le couloir familier et trouvai papa assis dans le bureau faiblement éclairé. Il leva les yeux lorsque je croisai son regard, impassible mais pas surpris. Il me fit signe de m'asseoir sur la chaise en face de lui et attendit que je prenne la parole. Je commençai par lui demander pourquoi il m'avait tout légué alors que je n'avais jamais rien demandé. Papa se pencha lentement en arrière et dit « Parce que tu ne l'as jamais demandé, Chelsea. » C'est exactement pour ça. Sa voix conservait la même autorité assurée qu'à l'accoutumée, mais une douceur plus profonde se faisait sentir. Il marqua une pause, puis reprit. J'ai passé des années à observer mon entourage. Ils venaient quand ils avaient besoin d'argent. Ils partaient quand j'arrêtais de leur en donner. Tu n'as jamais joué à ce jeu-là. Je l'écoutais m'expliquer comment on avait profité de lui au début de sa carrière. Des associés lui avaient emprunté de l'argent et avaient disparu. Des amis lui avaient demandé des prêts qu'il n'avait jamais remboursés, et même certains membres de sa famille ne le contactaient que lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Ces trahisons avaient érigé des murs qu'il n'avait jamais complètement abattus. Il admit que tester les gens était devenu une seconde nature, qu'il utilisait la critique et la distance pour voir qui resterait. C'est toi que j'ai poussé le plus loin, dit-il doucement, parce que je devais savoir si tu partirais toi aussi. Tu ne l'as jamais fait. Papa se leva, alla au meuble dans le coin et en sortit une vieille boîte en carton. Il la posa sur le bureau entre nous et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos, des mots manuscrits et de petits souvenirs soigneusement disposés. Il brandit une photo de moi prise lors de ma remise de diplôme du lycée et dit « J'ai tout gardé. Chaque note, chaque récompense, chaque instant de calme. Tu croyais que je ne l'avais pas remarqué ?» Il reposa délicatement la photo et ajouta « Tu m'as traité comme une personne, pas comme un compte en banque. C'est rare, Chelsea. Plus rare que tu ne le penses. » Je parcourus le contenu du classeur en même temps que lui. Il y avait des photos de la fac, de mon premier poste d'enseignante, et des notes qu'il avait écrites sur nos conversations au fil des ans. Sur l'une d'elles, il était simplement écrit « Chelsea a appelé aujourd'hui, juste pour prendre de mes nouvelles. » Sans autre but. Cette simplicité me toucha profondément. La sonnette retentit, brisant le silence. Papa ouvrit la porte à Claire Thompson, son amie et ancienne collègue. Elle entra avec un petit sac, jeta un coup d'œil au tiroir ouvert et dit « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de parler à quelqu'un ce soir. » Papa l'invita à s'asseoir. Claire me regarda et dit doucement « Ton père parlait souvent de toi. Il disait toujours que tu étais la seule à le comprendre vraiment. Il ne le montrait pas, mais c'était essentiel pour lui. » Papa quiesca. « Elle a raison, dit-il. J'attendais le jour où tu demanderais quelque chose. Il n'est jamais venu. C'est pourquoi le testament est rédigé ainsi. » Il me regarda droit dans les yeux et ajouta « Je veux que tu l'aies, Chelsea. Non pas comme une récompense, mais comme un legs. Tu l'as mérité en étant honnête même quand personne ne te regardait. » Je restai silencieuse un long moment, assimilant ces paroles. Les murs que j'avais crus froids me semblaient désormais protecteurs. J'éprouvais un mélange de gratitude et de tristesse pour toutes ces années perdues par prudence. Finalement, je croisai son regard et dis « Je l'accepte, papa. Pas pour l'argent, mais parce que je comprends maintenant. » Il hocha légèrement la tête, le soulagement le plus intense que j'ai jamais vu sur son visage. Claire se leva discrètement, posa une main sur son épaule et dit qu'elle nous laissait parler. Après son départ, papa et moi restâmes encore un moment dans le bureau. Il parla encore un peu du passé, et je l'écoutais sans l'interrompre. Quand je me suis enfin levée pour partir, il m'a suivi jusqu'à la porte et a simplement dit « Merci d'être venu ce soir. » J'ai emporté la boîte avec moi en quittant la maison. La soirée avait une toute autre saveur, plus lourde de compréhension et plus légère de la certitude que papa m'avait remarqué depuis le début. 2 jours plus tard, les premiers signes de répercussion sont apparus. À mon réveil, mon téléphone était inondé de notifications, des messages d'amis et de connaissances qui avaient vu les dernières publications de Lorraine sur les réseaux sociaux.
Elle avait publié un long message me dépeignant comme manipulatrice et cupide, affirmant que j'avais piégé papa pour qu'il modifie son testament à la dernière minute. Elle avait joint des captures d'écran de vieilles photos de famille où j'apparaissais distante, les déformant pour laisser croire que j'avais toujours été froide avec lui. La publication a rapidement fait le tour du web, car elle avait une large audience dans son réseau professionnel, et les gens ont commencé à commenter, spéculant sur ce qui s'était réellement passé à la fête de départ à la retraite. J'ai lu la publication une fois, puis j'ai raccroché sans répondre. Lorraine a ensuite publié plusieurs articles et réponses qui ont envenimé la situation, m'accusant de monter papa contre le reste de la famille et mettant en garde les autres contre le fait de me faire confiance. La section des commentaires était remplie de questions, certaines appuyant sa version, d'autres me défendant en se basant sur l'article publié par le journaliste. En quelques heures, l'histoire s'était répandue bien au-delà de son cercle et était apparue sur des forums d'affaires locaux où le nom de papa était connu. La réputation professionnelle de Lorraine, qu'elle avait si patiemment bâtie, a commencé à se fissurer sous le feu des critiques. À la fin de la journée, des informations sont parvenues par des contacts communs selon lesquels Lorraine avait perdu 2 importants contrats qu'elle négociait depuis des mois. Un client a exprimé des doutes quant à son jugement après que le conflit familial public soit devenu viral, tandis qu'un autre s'est discrètement retiré sans explication. La polémique s'est amplifiée à mesure que davantage de personnes partageaient l'article original avec sa publication, soulignant le contraste entre ces accusations et l'image positive que j'avais présentée lors de la fête. Ces tentatives pour contrôler l'histoire n'ont fait qu'attiser la réaction, retournant la sympathie contre moi et le doute contre elle. Le testament de papa comportait déjà une clause spécifique coupant tout soutien financier à Lorraine. Il avait rédigé le testament de telle sorte que toute contestation directe ou critique publique à mon égard déclencherait l'application de la clause. Monsieur Ellison me l'avait expliqué succinctement lors de notre rencontre, mais la réalité était désormais bien plus brutale. Lorraine n'avait plus accès aux allocations mensuelles ni aux revenus de placement sur lesquels elle comptait depuis des années. Cette perte aggrava ses difficultés professionnelles et créa une pression financière inédite. J'ai reçu plusieurs messages d'autres membres de la famille qui me demandaient des explications et me pressaient de parler directement à Lorraine. Je les ai lus attentivement, puis j'ai bloqué les numéros de ceux qui semblaient plus soucieux de la défendre que de comprendre la situation. Je n'avais aucune envie de renouer des liens de communication tendus depuis si longtemps. La décision me paraissait définitive et nécessaire, une limite que j'aurais dû fixer des années plus tôt. Lorraine tenta de me contacter elle-même les jours suivants. D'abord, des SMS remplis de colère, puis des messages vocaux qui se transformèrent en supplications. Elle laissa un long message vocal où elle s'excusait pour tout ce que le stress lui avait fait dire, des choses qu'elle ne pensait pas, et où elle affirmait que nous pourrions arranger les choses si je l'écoutais. J'ai écouté le message une fois, puis je l'ai supprimé, sans répondre. Un autre appel est arrivé tard dans la nuit, sa voix plus douce et plus désespérée, et elle m'a demandé de la voir pour pouvoir s'expliquer. J'ai laissé sonner et bloqué le numéro. Ses excuses arrivaient trop tard et semblaient trop calculées pour avoir le moindre impact. J'ai pris mes distances et complètement changé mes habitudes pour éviter les endroits où nos chemins auraient pu se croiser. Le silence entre nous est devenu permanent, une fin silencieuse à des années de tension. Je ne ressentais aucune colère envers elle, juste une certitude sereine. Certaines relations ne peuvent être réparées une fois la confiance brisée à ce point. Les conséquences continuaient de se faire sentir autour de moi, mais j'ai choisi de m'en éloigner complètement. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit sur le toit. Le temps a apporté une stabilité tranquille que je n'aurais jamais imaginée au début. J'ai utilisé l'héritage avec soin, remboursant tous mes prêts étudiants restants et achetant une maison modeste dans un quartier calme, non loin de mon lieu d'enseignement. L'argent restant a été investi dans des placements à faible risque qui offrent des rendements réguliers sans nécessiter une attention constante. J'ai fait ces choix en toute conscience, souhaitant bâtir quelque chose de stable plutôt que de dépenser impulsivement ou de me laisser influencer par les changements de ma situation. J'ai continué à travailler comme professeur d'anglais au lycée, arrivant tôt chaque matin pour préparer mes cours et restant tard pour aider les élèves qui avaient besoin d'un soutien supplémentaire. Cette routine manquerait dans la réalité et me donnait un sentiment d'utilité qu'aucune somme d'argent ne pouvait remplacer. Je vivais simplement, conduisant la même voiture fiable et portant les vêtements que je possédais depuis des années. Des amis me posaient parfois des questions sur l'héritage, mais je gardais les détails privés, préférant laisser ma vie parler d'elle-même par sa constance plutôt que par des changements soudains. Mes relations avec la plupart des membres de ma famille se sont naturellement estompées après que j'ai posé des limites claires. Les appels ont cessé, les invitations à des réunions de famille se sont taries et les rares messages de parents éloignés sont restés sans réponse. Ce silence était apaisant plutôt que synonyme de solitude, car il me permettait de me concentrer sur les personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais apporter. J'ai gardé le contact avec quelques amis proches en dehors de ma famille,
et ce petit cercle s'est avéré suffisant pour m'apporter soutien et compagnie. Avec le recul, j'ai tiré une leçon difficile, mais précieuse. La gentillesse n'est pas un devoir envers qui que ce soit, surtout lorsqu'elle se fait au détriment de notre propre bien-être. Certaines personnes utilisent la compassion comme un outil pour exploiter autrui, et continuer à l'offrir sans limite ne fait que perpétuer ce schéma. Dans une dynamique familiale toxique, établir des limites claires et se protéger est souvent le choix le plus responsable. Cela ne vous rend ni froid ni égoïste. Cela vous rend honnête quant à vos limites. La véritable gentillesse commence par le respect de ses propres limites, et cela signifie parfois s'éloigner de relations qui vous épuisent au lieu de vous nourrir. 78 mots. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'apprécie sincèrement chaque instant que vous m'avez consacré et je suis reconnaissante du temps que vous avez consacré au parcours de Chelsea. Votre attention compte beaucoup et me rappelle combien il est important de partager ces expériences. Des histoires comme celle-ci nous rassemblent et je suis reconnaissante de vous avoir à mes côtés à travers tous ces rebondissements et ces réflexions. 68 mots. J'aimerais beaucoup lire vos commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû fixer des limites à des membres de votre famille qui ont mis votre gentillesse à l'épreuve? Qu'en avez-vous appris? Partagez votre point de vue, aussi différent soit-il du mien. Vos expériences enrichissent cet espace et je lis chaque commentaire avec intérêt. Merci encore de faire partie de cette communauté.